Alors, donc le club, en fait, il est constitué de 9 personnes. Donc, il y a François Marc, qui est VP Digital Business chez Accor, Benoît Joly, qui travaille dans le groupe Renault, Vanessa Vincent, qui est entrepreneur et startup mentor, Lucas Rotoni, qui est Customer Success Director chez Guidewire, une belle entreprise du digital. On a Christophe, qui va être notre Jean-Marc Morandini ce soir, qui a un long passé d'exécutif dans le domaine du digital et qui est également consultant. Denis, qui n'est pas là ce soir, mais qui est directeur digital chez InfoPro Digital Leads. Rami Karam, qui est directeur général des Furets, et Yvon Moisan, qui est un nouveau venu, qui est directeur académique à l'IESEG School. Vous avez 2 points de contact avec nous, si vous voulez nous suivre, sur Twitter et sur LinkedIn. Donc, c'est les mêmes lettres, hein, ESSEC DigiClub. Alors, on cherche des gens pour le bureau, si vous souhaitez y participer. Donc, c'est un petit process de cooptation. Vous pouvez nous contacter via ce moyen. Vous pouvez me contacter moi-même. Il faut savoir quand même que c'est participer au bureau. Donc, le club est ouvert à tout le monde pour les conférences, ESSEC ou non. Pour le bureau, il faut être passé par une école ESSEC. Et puis, il faut s'attendre aussi à s'investir un petit peu. Alors, bon, il y a des repas sympas entre les membres de l'équipe, mais il y a aussi, voilà, chercher des intervenants et organiser les réunions. Alors, point suivant, je vais laisser en fait Christophe présenter notre aréopage de ce soir. Moi, je vais passer la parole, si tu peux passer le message suivante. Thibaut, ouais. Donc, je vais passer la parole à Olivier Forêt juste pour introduire hyper vite le sujet. Donc, on a choisi à l'unanimité ce thème parce que c'est vrai que la data, on travaille tous en digital à des postes divers. La data, c'est un phénomène, un tsunami depuis 5 ans, on en parle beaucoup. Et puis, il y a quand même eu RGPD qui est venu un peu quand même troubler le jeu, avec probablement une nécessité de réguler un peu tout ça. Il y a 3 ans, j'ai été papa et je me souviens d'avoir vu des publicités de périculture absolument partout. J'ai été poursuivi par des pubs de biberons partout sur Internet. Et je pense qu'on a tous fait cette expérience en tant qu'utilisateur. Donc RGPD est arrivé. Et puis, il y a début d'année, en fait, les GAFA ont annoncé qu'ils allaient changer leur politique par rapport aux cookies tiers. Donc on fera une introduction sur le sujet. Et je vais laisser sur l'aspect juridique Olivier Forêt parler. Donc Olivier, qui est juriste chez Solocal. Alors je ne connais pas Olivier, mais on m'a dit c'est bien parce que c'est un juriste qui n'est pas chiant. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Donc c'est des présentations de sujets un peu complexes mais extrêmement impactants, de façon sympathique et puis dans un climat détendu. Normalement, il y a le pot après, donc on n'aura pas cette opportunité. Mais voilà, l'idée de garder un climat assez convivial, ça c'est important. Olivier, je te passe la parole. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction et ces gentils mots. Merci aussi au Club ESSEC Digital pour l'invitation également. Et enfin, merci à Christophe qui m'a fait l'amitié de me confier ce challenge de vous parler de droit de façon vulgarisée. Et donc, j'ai 7 slides à vous présenter en 7 minutes sur un sujet terriblement complexe. Donc, je n'aurai pas le temps de vous détailler le contenu de tous les slides, mais bien entendu, si le sujet vous intéresse, vous passionne et que vous vouliez prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux et je pourrai vous partager ces slides et on pourra en discuter plus en détail. Alors, le RGPD, c'était pour quand? C'est pour qui? Et est-ce que c'est une révolution? RGPD, c'est l'acronyme de Règlement général pour la protection des données, et donc c'est le socle réglementaire qui encadre l'utilisation et la collecte des données à caractère personnel. Est-ce que c'est une nouveauté? Alors, plus tout à fait. Ça l'était encore il y a 2 ans et demi, quand le texte est rentré en application directe. Maintenant, ça fait déjà 2 ans et demi. Déjà, il y a 2 ans et demi, on ne pouvait pas tout à fait dire que le ciel tombait sur la tête de tout le monde, parce que le texte définitif avait été voté en 2016. Donc, il y avait une période transitoire de 2 ans qui avait été accordée à tous les acteurs européens pour se mettre en conformité. Et donc là, maintenant, on est 4 ans et demi après, donc on ne peut plus parler. C'est un texte qui est censé être connu et intégré par l'ensemble des organisations.
À qui s'adresse-t-il et surtout à qui s'applique-t-il? C'est un des caractères un peu génial de ce texte, c'est que l'objectif du législateur européen était de niveler par le haut le niveau de protection de données à caractère personnel des citoyens européens, mais en prenant en compte la réalité d'internet, ça n'avait pas de sens de faire un texte strictement européen qui s'appliquerait à toutes les entreprises européennes et l'administration européenne, sans s'appliquer aux autres. Ça aurait créé des distorsions de concurrence énormes et donc le critère retenu est le critère du ciblage. À partir du moment où des données de citoyens européens sont traitées, eh ben, les acteurs qui traitent ces données sont soumis au RGPD. Donc il y a un critère extraterritorial, je vous le disais tout à l'heure, assez génial, qui fait qu'on a un socle législatif bien européen qui protège les Européens, mais au-delà des frontières européennes. Si jamais on devait résumer, et encore une fois, je m'en excuse, c'est un peu simpliste, mais en deux grands aspects, le RGPD et ce qu'il apporte. Le premier, il y avait un objectif de donner plus de contrôle aux utilisateurs sur leurs données pour renforcer leur confiance. En effet, le RGPD a créé de nouveaux droits qui n'existaient pas jusqu'à présent, jusqu'au 25 mai 2018. Désormais, vous avez tous, on dispose tous de droits sur nos données à caractère personnel. Parmi les nouveaux droits, il y en a un qui se distingue des autres, qui est par exemple le droit à la portabilité. Vous pouvez vous adresser à un responsable de traitement, lui demander de migrer vos données à caractère personnel, comme vous pourriez faire migrer votre numéro de téléphone d'un opérateur à un autre. À terme, l'objectif de ce droit est de faciliter le passage d'une entreprise vers une autre, puisque vous partiriez avec votre lot de données à caractère personnel chez un autre responsable de traitement, chez une autre entreprise. C'est un exemple. Le second aspect, et c'est peut-être le plus important, le champ, ça pour le coup, c'est une véritable révolution avec le RGPD, c'est il entraîne un bouleversement, un renversement de la charge de la preuve. Avant, c'était aux entreprises, plutôt aux autorités de contrôle de démontrer aux entreprises qu'elles avaient manqué à la réglementation et du coup pour pouvoir les sanctionner. Maintenant, c'est une gouvernance des données qui est infiniment plus responsabilisante. On a abandonné beaucoup de formalités préalables, c'est-à-dire que les entreprises et les administrations n'ont plus besoin de demander l'autorisation préalablement à la CNIL. Ils n'ont plus besoin de faire de déclarations préalables sur les traitements qu'ils mettent en œuvre. Par contre, ils doivent prendre en compte des actions en interne et à tout moment, la CNIL peut demander à ces acteurs qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour se mettre en conformité. Et c'est là où je vous parlais d'un inversement de la charge de la preuve. Avant, c'était à la CNIL de venir chez vous et de démontrer que vous ne respectiez pas la réglementation. Maintenant, c'est à vous de pouvoir démontrer à la CNIL à tout moment et pour tous vos traitements qu'est-ce que vous avez mis en place pour respecter vos traitements. En anglais, le terme dans le RGPD, c'est l'accountability. Si on passe sur le slide d'après, c'est le slide qui fâche toujours un peu plus. Euh, voilà. Donc là, les sanctions. Pourquoi est-ce que c'est un texte qui fait aussi beaucoup plus d'écho? Si on se dit les choses très clairement, l'ancienne loi informatique et liberté qui datait de 1978 avait un plafond de sanctions maximales pour les amendes administratives qui s'élevait à 150 000 euros. Et vraiment, si vous étiez un très mauvais élève, en cas de récidive, vous pouviez écoper de 300 000 euros d'amende. C'est des montants qui, pour beaucoup d'entreprises, pouvaient être considérés comme étant dérisoires, en tout cas pas dissuasives. Aujourd'hui, avec le RGPD, on est sur des niveaux qui sont infiniment plus élevés puisqu'on a un double plafond. Les amendes administratives peuvent atteindre au maximum soit 20 millions d'euros, soit 4% du chiffre d'affaires consolidé du groupe. Donc quand on s'adresse à une multinationale qui fait un chiffre d'affaires de plusieurs milliards à l'année, on est sur 4% du chiffre d'affaires. Vous avez peut-être, je fais une toute petite parenthèse parce que c'est un fait d'actualité, vous en avez peut-être entendu parler. La semaine dernière, la CNIL anglaise, l'ASIO, a rendu deux décisions de sanctions importantes contre Marriott, la chaîne d'hôtels, et British Airways. Et les sanctions étaient respectivement de 20 millions de livres sterling et un peu moins, je crois que c'était 17 ou 18 millions de livres sterling pour Marriott, pour des violations de sécurité, mais on est sur des montants qui sont infiniment plus importants et je passe sur le risque pénal qui existait avant et qui existe toujours aujourd'hui.
Sur la slide d'après, je me dépêche parce que je vois que le temps file, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, c'est un focus sur les cookies. Les cookies, c'est notamment cette technologie, il n'y a pas que celle-ci, mais c'est cette technologie qui permet de suivre la navigation des internautes, que ce soit sur Internet, sur le browsing ou sur les apps, et de faire notamment de la publicité personnalisée. L'histoire, on ne va pas s'attarder sur tout ce schéma-là, mais l'histoire des cookies, c'est pas un long fleuve tranquille, ça remonte à 2009. Les grands jalons, c'est en 2013, la CNIL française a proposé une recommandation pour dire, voilà, la directive e-privacy de 2009 exige le recueil d'un consentement pour traiter ces données-là. Ben moi, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on obtient ce consentement dans l'univers d'Internet. Et c'est là où sont nés les fameux bandeaux cookies que vous connaissez tous aujourd'hui, qui apparaissent sur tous les sites web sur lesquels vous naviguez. Et pour faire simple, le principe, c'est information préalable. Donc, le bandeau cookie qui s'affiche, dans lequel on vous explique, quand vous prenez la peine de le lire, que souvent les opérateurs souhaitent faire de la publicité, mais éventuellement personnaliser le service ou faire des statistiques. Et une fois que vous poursuiviez votre navigation, vous scrolliez, vous cliquiez quelque part, on pouvait en déduire un consentement et vos données étaient collectées. Tout ça a changé. Il y a eu un changement informel fin 2018, puisqu'on a appris avec des mises en demeure d'acteurs du Drive to Store que certaines données étaient plus sensibles que d'autres. Donc pour les données de géolocalisation, on ne pouvait plus supputer le consentement, il fallait un acte clair. Et donc la CNIL a décidé d'avancer sur ce schéma-là en 2019, en abrogeant sa recommandation de 2013. Et c'est tout récent, ça vient de sortir, la nouvelle réglementation dont je vais vous parler dans 30 secondes et pendant 30 secondes sur les cookies a été publiée en septembre 2020. Et ce que vous pouvez retenir, c'est que les acteurs ont un délai de grâce de 6 mois, donc jusqu'en mars 2021 pour se mettre en conformité. Et la CNIL a d'ores et déjà annoncé qu'à partir de mars, la récré était finie et que les contrôles reprendraient de plus belle. Sur le slide d'après, du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est quoi le cadre applicable à la collecte de ces données, de vos données personnelles quand vous naviguez sur Internet et sur les applications? Première révolution, le scroll n'est plus un mode valide d'expression du consentement. Maintenant, il faut un axe positif. Il faut cliquer sur un bouton, cocher une case, manifester positivement sa volonté. On ne peut plus scroller et les opérateurs ne pourront plus déduire un consentement. Par ailleurs, quand on fait plusieurs choses, plusieurs finalités sur la base de ces données-là, il faut que les personnes puissent les suivre puissent consentir de façon indépendante. Il faut être capable de prouver ce consentement. Ça s'applique bien entendu à l'univers browsing, mais aussi au monde applicatif. Pardon. Et enfin, il y a quelques assouplissements. Certains cookies sont exemptés de consentement, comme notamment des cookies de session qui vous permettent par exemple d'organiser un panier sur une marketplace, un panier d'achat, ou alors des cookies de mesure d'audience sous certaines conditions, parce que beaucoup d'opérateurs ne pourront pas bénéficier de cette exemption. Il y a des critères très limitatifs pour en bénéficier. Et je terminerai cette introduction, je vois que je déborde un tout petit peu, mais si vous me laissez 30 secondes, sur le dernier slide. En fait, la CNIL s'est servi du RGPD et de sa nouvelle définition du consentement pour muscler sa réglementation. Mais ce qui est aussi très intéressant, et je pense que ça va ouvrir le débat dans les minutes qui viennent, on voit qu'il y a la contrainte réglementaire d'une part, mais il y a aussi une multitude d'initiatives d'organismes privés qui tendent vers un mouvement contraignant en matière de collecte de données à caractère personnel. Vous avez tous entendu parler des mises à jour de Firefox, de Chrome, Apple avec la mise en place de son ITP, qui décide de revoir sa politique de mise à disposition d'un identifiant unique, ce qu'on appelle l'IDFA. Et je fais encore référence aux annonces de Google il y a encore quelques semaines sur le fait que Google allait purement et simplement arrêter de supporter les cookies tiers, donc la technologie cookie, à horizon 2 ans. Donc, pour faire simple, 2 cadres s'entrechoquent dans cette technologie, un cadre réglementaire assez strict, en tout cas plus strict, et des initiatives privées qui viennent encore compliquer la tâche sur la façon dont les opérateurs peuvent collecter des données. Voilà, j'en ai fini avec cet exposé un petit peu trop long. Je m'en excuse. Merci beaucoup, Olivier. Je pense que c'était très clair et je pense que tu as brillamment relevé
le pari. Donc un grand merci. Donc on va passer au panel, mais je pense que c'était important de planter le décor. Et moi, pour tout dire, alors je me présente rapidement. Je vais animer cette conférence, mais je suis, on va dire, dans le marigot du digital depuis un certain nombre d'années où j'ai travaillé chez notamment Overture, Yahoo, Tids et plus récemment ce local. C'est là que j'ai eu le plaisir de rencontrer Olivier. Et une des raisons, une des motivations que j'ai eues pour m'impliquer dans l'organisation de cette conférence, c'est en fait pour comprendre quelque chose qui est assez complexe, c'est que même quand on est dans le marigot depuis longtemps, les choses évoluent tellement vite et les problématiques sont tellement compliquées que je pense que c'était utile de creuser ce sujet. Et la participation ce soir, on est plus d'une centaine, je crois, le démontre.